Cette première sortie me permit de refaire surface. Je décidai de retourner au bal chaque fin de semaine. La plupart du temps, ces sorties avaient lieu le dimanche soir. Le club de cyclisme de Matha, présidé par M. Douin, le coiffeur, continuait à organiser des grands bals dans la salle des fêtes. Ces bals étaient très réputés. À la fin des années 50, de grands noms du jazz venaient y jouer. 2 orchestres, à chaque fois, se succédaient sur scène chaque demi-heure. Un orchestre de jazz, composé de 5 musiciens, assurait la partie swing. Un autre orchestre, très connu dans la région, la formation de José Cando, composé de 12 musiciens, assurait la partie danse de salon. Ainsi, le public, nombreux, pouvait s'adonner à son exercice favori. Le final était toujours le même. Vers 5 heures du matin, un solo de batterie durant un quart d'heure environ était suivi par un final de jazz, les 2 orchestres réunis sur la scène. Parmi tous ces grands orchestres, je me souviens de celui de Claude Luther, venu 3 fois, de Trumpet Boy, de Mesmezro, de Bill Coleman et de plusieurs autres dont j'ai oublié le nom. Au cours de ces années, le public venait nombreux et de fort loin. Il n'était pas rare de voir des véhicules immatriculés dans les départements du Loiret, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Gironde et de la Haute-Garonne stationnés de chaque côté des rues de Matha. Il y avait des voitures jusqu'à la Croix-Bequet sur la route d'Aigre. De nombreux soldats noirs américains des camps de Fontenay et de Croix-Chapeau venaient également swinguer aux airs de la Nouvelle-Orléans. À cette époque, le nombre de personnes autorisées à pénétrer dans la salle n'était pas limité comme maintenant. La salle était vidée de toutes ses tables et de toutes ses chaises. Heureusement, la salle de Matha est dotée d'un grand balcon garni de fauteuils. Il était possible d'aller s'y asseoir pour jouir du spectacle ou pour se reposer. En bas, le nombre de danseurs était si nombreux qu'il était parfois presque impossible de se déplacer. Le record d'affluence avoisina les 1500 personnes lors d'une de ces manifestations. En fin de nuit, lorsque le public était moins nombreux, c'était un régal de voir les boys américains se démener sur les airs de jazz bien connus. Nombre d'entre eux repartaient emmenant avec eux des petites Françaises qu'ils avaient su séduire. C'est ainsi qu'une ancienne petite amie, Gisèle, partit pour l'Amérique. Au cours d'une de ces sorties, je rencontrai Bernadette et nous continuâmes à nous revoir quelque temps. J'étais assez partagé. Je venais de faire la connaissance de Joliane. J'allais la revoir à Pont et j'apprenais à la connaître. Bernadette me plaisait, mais elle était la fille d'une famille bourgeoise dont je ne maîtrisais pas les codes. La famille Roulin habitait le Gic où j'avais enseigné au cours de l'année 1959. Elle faisait partie d'une bourgeoisie catholique aux principes très vieille France. Cela me mettait mal à l'aise. Jean-Louis, le frère de Bernadette, avait incorporé l'école de Saint-Cyr pour devenir officier. Bernadette avait également une sœur, plus âgée, dont l'allure me faisait penser à ces femmes que l'on appelait des grenouilles de bénitier. Je craignais que cette ambiance familiale ne m'eût pas permis de m'épanouir si j'avais décidé de continuer à la fréquenter dans l'optique de l'épouser. Peut-être avais-je tort de raisonner ainsi. Je finis par lui dire que je ne souhaitais pas que nous continuions notre relation. Pourtant, Bernadette avait bien essayé d'insister. Elle était passée me voir un soir à Bazauges, après la classe, et c'est à la suite de cette visite que j'avais pris la décision de rompre. J'appris plus tard qu'elle était très affectée par cette rupture. La troupe théâtrale de Bredon avait repris ses répétitions. Je faisais à nouveau partie du spectacle. Madame Jonchère, au cours d'une répétition, me fit le reproche de ma décision. Je ne sais comment elle avait appris la nouvelle. Je lui répondis que je n'avais rien promis à Bernadette. Je ne me sentais pas engagé.
Ainsi se termina notre relation. Dorénavant, j'allais régulièrement voir Joliane à Pont. Ce qui me chagrinait un peu, c'est qu'elle était très réservée et assez peu démonstrative à mon égard. Je mis cela sur le compte de la timidité. Elle n'avait pas encore 20 ans, et il ressortait de nos échanges qu'elle avait été particulièrement couvée par sa famille. J'appris qu'elle avait un demi-frère qui avait embrassé la carrière de gendarme. Il était marié. Il venait assez rarement voir son père. Celui-ci, avant son accident, avait été gardien du cimetière de Marennes. Elle avait vécu dans cet endroit un peu sinistre, ce qui expliquait peut-être sa déprime au moment de l'accident. Sa grand-mère paternelle vivait avec ses parents. Il semblait que c'était une femme assez autoritaire. Sa maman était une fille d'ostréiculteur originaire de Bourse-Franc. Elle était l'aînée d'une famille nombreuse. Elle avait 5 sœurs et un frère. Après l'accident, il lui avait fallu trouver une solution. La pension touchée par le papa ne suffisait pas pour faire vivre la famille. Elle avait finalement ouvert un commerce d'articles funéraires en investissant dans une vieille maison située en centre-ville. Au départ, un bâtiment en bois, situé devant l'entrée du cimetière, lui avait permis de lancer son commerce, puis elle avait transformé une des pièces de l'habitation en magasin. Joliane avait eu aussi un petit copain, auquel elle tenait beaucoup. Ils se voyaient régulièrement durant les grandes vacances, lorsqu'il venait en vacances dans sa famille. Mais depuis 2 ans, elle ne l'avait pas revu. Je compris qu'elle en avait été amoureuse. De mon côté, je ne m'attardai pas sur ma liaison avec Michel. Je me contentai de lui dire que j'avais eu également des copines, mais que j'étais actuellement sans attache. Joliane me parla aussi de mon cousin Michel, le docteur Sozo. Elle me dit qu'elle espérait que je ne lui ressemble pas. Il est vrai que Michel avait une sacrée réputation de fêtard. Il était connu pour courir le jupon. Lorsque je fis la connaissance de Joliane, il en était à sa 3e femme. Sa réputation de médecin et sa générosité faisaient que beaucoup de ses patients lui pardonnaient ses incartades. Parfois, il oubliait de faire payer ses visites, lorsqu'il savait ses malades dans le besoin, et il avait toujours dans son coffre des médicaments déposés par les visiteurs médicaux à distribuer aux plus nécessiteux. Les parents de Joliane avaient bénéficié de ses largesses au moment de l'accident et ils en étaient reconnaissants. Il passait pour avoir un diagnostic très sûr. Il possédait la plus grosse patientèle du département. Joliane me raconta pour finir un épisode qui l'avait beaucoup fâché. Michel faisait partie de plusieurs associations de la commune. La société de chasse de Marennes avait organisé un concours de beauté pour élire la Miss annuelle lors d'un bal des chasseurs. Elle était présente ce soir-là et Michel l'avait inscrite contre son gré sur la liste des candidates. Finalement, c'est elle qui avait été élue. Elle était folle de rage et elle avait jeté son bouquet de Miss sous le canapé du salon en arrivant chez elle. C'était bien là, dans les manières de Michel, d'imposer ses volontés aux personnes de son entourage.